supporter numéro 1 du football. Les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Coupe sur la 2. Alors chaque soir, on a l'occasion de débriefer sur les matchs de la journée. Pas moins de 4 rencontres ont rythmé cette journée de mardi. Et pour en parler, je suis bien entourée. Comme vous le savez, la CAN, c'est le rendez-vous du continent et même du monde, je voudrais dire. Je suis très heureuse de recevoir sur ce plateau ce soir Monsieur Karim Baldé, journaliste pour TV5 Monde. Bonsoir Karim. Bonsoir Cathy, bonsoir à tous et quel plaisir d'être avec vous, surtout quand mon pays, les Comores, gagne son premier match à la CAN. Alors, quand je disais le rendez-vous du monde, vous venez de plusieurs pays, la Guinée et les Comores, vous avez 2 qualifications ce soir, donc tout un motif pour célébrer avec nous sur ce plateau. Exactement. Alors, à côté, il y a Yves Chamadeu, le consultant. Ils se sont un peu lésés quand j'accueille un autre invité avec autant de sourires, autant de joie. C'est Yves Chamadeu, notre consultant maison. Bonsoir Yves. Bonsoir Catherine, bonsoir Karim. Plaisir de t'avoir. Pareillement. On se voit sur le plateau. Ah, tout à fait. Parce que pour situer nos téléspectateurs, on a déjà eu à être ensemble sur un plateau, mais cette fois-ci c'était grand stade et Karim était de l'autre côté. Par la magie d'Internet, on s'est retrouvés sur le même plateau et voilà, la magie de la CAN nous ramène ici. Alors messieurs, c'était une journée vraiment rythmée quand on parle des rencontres. On va commencer avec les rencontres de début d'après-midi, même si je sais que Karim est très pressé de parler de cette rencontre. On va y arriver. Entre le Comore et le Ghana, entre les Comores, il a précisé tout à l'heure, entre les Comores et le Ghana, justement, on y reviendra. Mais d'abord, on parle de cette poule B et le match qui s'est déroulé à Bafoussam entre le Zimbabwe et la Guinée. Et là, Karim aussi, il est concerné. Un match qui s'est soldé par la victoire 2-1 du Zimbabwe, mais la Guinée s'en tire avec sa qualification. Alors, Yves Chamadeu, voilà, la poule B, déjà, on a ceux qui sont qualifiés dans cette poule et ce match qui s'est déroulé à Kwekong. Est-ce qu'on s'attendait à ce résultat au niveau de la poule B? Bon, c'est vrai quand même que l'équipe de Guinée allait naturellement favori face au Zimbabwe, c'est-à-dire de par l'effectif de la Guinée, de par ses précédents résultats. Vous savez, la Guinée allait à ce match avec 4 points, donc était co-leader avec le Sénégal. Et puis maintenant, le Zimbabwe ne voulait pas venir cette équipe, mais le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations fait croire que dans cette compétition, tout est possible, tout est envisageable, et tout scénario peut arriver. C'est-à-dire qu'on a vu la Sierra Leone tenir tête à la Côte d'Ivoire, on a vu l'Algérie perdre face à la Guinée équatoriale. Donc, ce contexte particulier de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun nous laissait croire qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire pour les qui, durant le CHAN, le deuxième meilleur joueur derrière Raimi. Mais là, à cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne le sent pas. Je sais pas si c'est qu'il est mal utilisé, mais
il ne s'exprime pas assez. Donc, pour moi, c'est aussi un joueur, peut-être qu'il ne peut pas être un cas dans le vestiaire, mais sur le terrain, accompagner Keita dans le statut de carte et dans le jeu de l'équipe guinéenne. Donc, je pense qu'il y a aussi cette utilisation des ressources, pour moi, qui pose un problème. Alors, Yves Tchamadeu, Karim, André Mirabeau Mahop, justement, a vécu ce match d'une autre façon aux côtés des supporters du Sili. On va regarder cet élément, forcément, qui allait d'émotion en émotion quand on voit le score, mais au final, la Guinée est qualifiée. Je propose de regarder cet élément qui a été réalisé par André Mirabeau Mahop. De Guinée et cette équipe des Warriors du Zimbabwe, pour le moment, la Guinée est menée 1-2, mais les supporters sont toujours chauds bouillants. Whistle, Zimbabwe have won. They've held on here for a famous victory, and they will go home with their heads held high. Finalement, la Guinée s'incline 1-2 dans cette troisième rencontre de poule et compte sur les prières pour obtenir l'un des 3 tickets qualificatifs pour les 8e de finale. On n'a pas perdu d'abord. Vraiment aujourd'hui, notre classement, c'est pas bon. Notre classement, c'est pas bon. Notre classement, c'est mauvais. La Guinée s'est inclinée, ça doit faire mal. Oui, ça fait mal, ça fait trop mal. Mais avec le courage, on pourra s'en sortir. C'est pas la fin du monde. Toute chose, il faut essayer. Quand tu essaies, tu peux aller au bout. C'est en essayant que tu peux aller plus fort. Donc on est là encore pour les soutenir, pour les applaudir. On est là, on ne va pas se décourager. Échouer ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tant que tu échoues, ça te donne les sons, ça te donne du courage d'aller au plus fort. Donc on est là, vive Sili, on est là. Sili est le plus mauvais entraîneur. Merci les garçons, merci les joueurs. Mais on va changer l'entraîneur là. Kaba 0, Kaba 0. Ils ont donné leur mieux. Le football c'est comme ça, il faut accepter de la défaite. La Guinée. Ça n'est pas fini. Nous sommes déjà qualifiés, Inch'Allah prochainement on va changer les choses. L'entraîneur est bon, les zones ont bien joué. Nous les supporters, nous sommes très contents de la prestation. On va la finale. Il y a un petit Morlaï qui peut faire son l'affaire là. C'est ça qui m'a fait pleurer moi. Vraiment, ça m'a fait pleurer. Vraiment, c'est choquant. Les Zimbabwe là, ça ne mérite pas de gagner devant nous. Tu as déjà le trophée de la CAN. Oui, c'est un bon signe. Cela veut dire qu'on aura la coupe là pour envoyer à Conakry. On n'est pas content du fait qu'on a été battu aujourd'hui, mais on n'est pas désespéré. Le chemin est là, le chemin est long. On va encore continuer à travailler et encore être plus efficace devant les buts et pour qu'on puisse gagner le prochain match, aller jusqu'en finale et prendre la coupe et envoyer pour notre cher président. Justement, les mots du président ont dû tourner dans la tête des gars. Oui, même nous les supporters, on a ça dans la tête. On veut honorer notre président, montrer à notre président que ce qu'il nous a dit, on a bien entendu, on a bien pris avec l'équipe aussi. Et on va gagner, honorer Mandi Doumbouya. Et je remercie le peuple de Guinée, je remercie encore les supporters, même les joueurs, je les remercie encore parce que pratiquement on est qualifiés. Et je remercie encore mon mentor en Guinée, Sidi Mori Camara. Big up. Voilà, c'était rythmé, ça donnait envie de danser. Sur la fin, on a eu des critiques vraiment acerbes à l'endroit du sélectionneur. Mais bon, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Alors, la Guinée perd face au Zimbabwe 1-2 et perd aussi 2 joueurs pour la suite de la compétition, dont le capitaine Naby Keita. Tandis que côté Zimbabwe, c'est la fête. L'équipe signe sa première victoire depuis l'histoire dans une CAN. Alors, les précisions, c'est avec Marc-Lionel Chameau dans cet élément. Oui, Aimé Catherine Moukouri, la Guinée est tombée de très très haut aujourd'hui face à une belle équipe du Zimbabwe en face qui n'avait plus rien à jouer. Les Guinéens ont mal pris le match.
pris le match par le mauvais bout et l'entraîneur Kaba Diawara est apparu essoufflé ici en conférence de presse d'après-match. Je vous propose d'écouter les meilleurs instants de cette conférence de presse d'après-match du Chili national de Guinée. Les enseignements, c'est que je pense qu'on s'est fait endormir en première période par cette équipe de Zimbabwe. Ils ont refusé le jeu, donc voilà, ça nous a un petit peu énervé. On n'a pas su réagir. Et après, quand ils ont marqué le premier but, on a essayé, mais voilà, on n'a pas pu, on s'est fait prendre à froid, on va dire. Après, ils ont marqué le deuxième but, donc à la mi-temps, on a tenté de modifier les choses un petit peu. Et après, on a pu marquer un but, mais c'était pas assez. Voilà, le mal était fait déjà, donc voilà, bravo à eux, ils nous ont bien pris et nous, on n'a pas su réagir, voilà tout. C'est une triste nouvelle, Nabi est en train de monter en puissance dans cette CAN, on l'a vu. Il marque un super but, mais après, dans son excès de zèle, il a voulu relever le gardien qui a joué beaucoup la montre pendant tout le match, du début jusqu'à la fin du match, sur ce gardien-là. Il a pris un carton jaune, il aurait certainement dû en prendre plus. On perd notre capitaine, qui est notre meilleur joueur, notre star. On perd certainement Issa Gassila, on va attendre de faire les examens, mais voilà, ça s'annonce mal. C'est vrai que, voilà, en plus de la défaite, il y a deux mauvaises nouvelles. Donc on va rentrer, on va faire les comptes, on va se reposer, on va essayer de voir, mais c'est deux tristes nouvelles. On savait que de toute façon, qu'on soit premier ou deuxième, voire même troisième, le prochain match, il était coupé. Ça on savait. Après, le problème, c'est qu'il fallait peut-être pas l'aborder avec une défaite. Là, elle est là, maintenant elle est tombée. Donc c'est à nous de soigner les têtes, de soigner les bobos, voir qui on peut récupérer, faire la meilleure équipe possible. Et surtout attendre l'adversaire contre qui on va tomber, parce que jusqu'à présent, on peut supposer que ce soit un tel ou un tel, mais on n'en est pas sûr, il faut attendre les prochains matchs. Voilà, merci à Marc-Lionel Chouamau pour ces extraits de la conférence de presse. Alors Karim, déjà, la Guinée ne prouvait pas grand-chose. Avec l'absence de ces deux joueurs, ça se complique pour la sélection. Ah oui, ça se complique. Naby Keïta, qui est le meilleur joueur de l'équipe, évidemment, je n'apprends rien à personne. Et puis Segassila, c'est quand même lui qui avait marqué pour la Guinée lors du premier match. Et comme me faisait remarquer Yves à juste titre, c'est vrai que c'est lui qui arrive à déborder sur le côté. Donc c'est une arme en moins. Et vu qu'on est pas très bien pourvu défensivement déjà à la base, donc si on commence à perdre des joueurs derrière, ça complique l'affaire. Yves Chamadou. Oui, c'est vrai, je pense que ne pas avoir Naby Keïta déjà, c'est des points en moins sur le plan de l'organisation du jeu. Mais aussi sur le plan moral de l'équipe. Morla, ici, là, peut-être n'a pas l'expérience de Nabil, mais il peut se rapprocher de ce que Nabil peut apporter sur un terrain de par son profil. Peut-être ne peut pas apporter autant que Nabil. Maintenant, ici, Agassi-là, le problème avec lui, c'est que c'est un joueur qui est très important dans le dispositif mis en place par Kaba Diawara. Il évolue en 3-4-3 ou encore 3-5-2. Ça fait que les joueurs de piston, si c'est à droite, si Agassi à gauche, sont très importants pour l'animation sur le plan offensif et défensif. Et s'il n'étant pas là, moi, je trouve que ça va un tout petit peu handicaper peut-être déjà l'animation de Kaba Diawara et ensuite le rendement sur le terrain. Et petit souvenir, en 2019 à la CAN en Égypte, Naby Keïta quitte ses partenaires à l'issue de la phase de poule blessé. Et résultat, la Guinée se fait laminer par l'Algérie en huitième de finale. Voilà. Espérons que ce ne sera pas à bis repetita. En tout cas, on parle d'une autre rencontre tout de suite au pas de course. La rencontre entre le Sénégal et le Malawi. Le Sénégal, pourtant favori, n'aura pas pu concrétiser devant les Flammes. On a noté deux belles actions à la 16e et à la 30e minute de jeu avec Mouyaba et Mongo. Alors, les Lions sont invaincus pour cette première phase, mais juste avec un but inscrit un peu décevant pour une sélection comme celle du Sénégal. Il a vécu cette rencontre à Bafoussam. Mathieu Fangwa, que nous allons rejoindre tout de suite. Catherine Moukouri, merci aux téléspectateurs de Canal International. Bienvenue ici à Bafoussam. Vous constaterez, nous sommes encore à la fan zone de Bafoussam où on vit la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous sommes partis du stade Omnisport de Pécon pour nous retrouver ici pour ce direct. On va rappeler que c'était une journée particulière dans la poule B parce qu'il y a quand même celui qu'on considère jusqu'ici comme le favori de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui n'a pas été à la hauteur de la rencontre de cet après-midi face à une belle équipe du Malawi, le Sénégal qui a fait 0 but partout, avec celui qu'on considère comme le petit poussin,
Le Sénégal qui termine leader de cette sous-poule avec 5 points. À côté, il y a le Malawi qui a quand même 4 points. On analyse les 90 minutes du Sénégal et on revient également sur les chances des uns et des autres dans cette sous-poule avec Alain Denis Ikoul. Alain, bonsoir. Est-ce qu'on peut se dire là que le Sénégal a définitivement montré qu'il ne faut pas compter sur lui-là? Mais écoutez, je pense que c'est difficile de le dire que le Sénégal a définitivement fait ses adieux au fait qu'on puisse compter sur lui. Non, il ne faut pas le dire comme ça, ce serait assez prématuré. C'était quand même lamentable. Hein. Oui, c'est lamentable. C'est vrai que ce Sénégal qu'on a vu pendant toute cette phase de poule est un Sénégal qui n'est pas très rassurant. Il y a eu 2 matchs nuls et une seule victoire, une victoire étriquée 1-0 sur un penalty encore inscrit par Sadio Mané. Sur 3 matchs, ils n'ont inscrit qu'un seul but. C'est vrai qu'ils n'en ont pas pris aussi aucun. C'est peut-être là la seule bonne note, défensivement, parce que ça a été assez solide. Mais offensivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à régler. On a annoncé que ce Sénégal devait se réveiller aujourd'hui avec le retour de l'ensemble de ses cadres. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, qui était là, qui était là aujourd'hui. Mais à la fin, on n'a pas vu un Sénégal mieux que celui qu'on avait vu sans ses cadres. L'animation offensive aujourd'hui a été complètement pauvre. Abou Cissé est passé de son 4-4-2 des 2 premières rencontres à un 4-3-3 aujourd'hui avec Mané sur le côté complètement. Ça n'a pas produit ce qu'on escompté. On a vu une équipe qui se cherchait avec des joueurs offensifs très en dedans. Donc je pense que c'est une équipe qui a encore tout à faire, qui a beaucoup de santé, surtout le santé offensif, même si défensivement aussi on a vu quelques failles, notamment en situation de poursuite où Kalidou Koulibaly a été battu à 2 reprises, on l'a vu, et le Sénégal a donc concédé 2 grosses occasions à cette équipe du Malawi sur cette situation de là. Donc je crois que, pour me résumer définitivement, je crois que c'est une équipe du Sénégal qui n'a pas montré grand-chose dans cette première phase de compétition, mais les grandes équipes, on sait qu'elles démarrent toujours timidement, ils savent monter en puissance, on l'espère bien pour eux, mais clairement, ce qu'on a vu jusqu'ici n'est pas déjà à nous rassurer. Vous évoquez la thèse d'un retard à l'allumage, mais à côté de ça, il faut l'avouer, il y a des joueurs qui manquent de rythme, parce que c'est ce que dit la presse sénégalaise. Kalidou Koulibaly, par exemple, qui a joué aujourd'hui titulaire, n'a pas joué, ça fait 1 mois et demi. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué, ça fait 1 mois et demi, mais il faut quand même dire que pour nous qui sommes ici à Boston depuis quelques jours déjà, on s'est bien rendu compte qu'il s'entraînait un peu à l'écart du groupe avec le porteur physique de l'équipe. Et c'est un joueur qui maîtrise la haute compétition et donc qui sait combien il est important de se maintenir en forme, même quand on n'est pas là pour jouer des rencontres parce qu'on est peut-être écarté par la Covid-19. Maintenant, il revient aujourd'hui et je crois que il était de bon ton que le sélectionneur lui s'est plutôt lancé comme titulaire directement comme ça parce que s'il y avait un match pour qu'il puisse prendre un peu la température de la compétition, c'est ce match. Il fallait lancer, il fallait pas attendre les week-ends pour le lancer comme ça dans le grand bain dans un match à fort en jeu. Non, je crois que c'était un bon choix de la UCC de le lancer comme ça dans ce jeu aujourd'hui. C'est vrai, il a eu quelques petites difficultés en question de poursuite face à l'attaquant ultra rapide du Malawi, mais il faut quand même dire que au niveau de la relance, c'est simplement du haut niveau. Je l'ai vu relancer 3-4 ballons, c'était vraiment propre. Il a cherché la profondeur directement, il était assez précis. Et je pense que c'est à ce niveau-là aussi qu'on a besoin de ce joueur-là parce que l'animation offensive est assez pauvre du coup. Peut-être qu'il faudra que les joueurs défensifs puissent prendre des ballons, les balancer devant avec précision pour qu'ils puissent faire la différence dans la suite de la compétition. Pardon. Si on reste sur la logique du retard à l'allumage, ça veut dire qu'en 8e de finale, la compétition démarre véritablement pour le Sénégal. Oui, mais je crois qu'ils ont 5 jours pour se préparer, 5 jours pour gommer les erreurs qu'on a vues jusqu'ici, 5 jours pour les cadres de se remettre en question, Sadio Mané, Koulibaly, Mendy, tout le reste, il faut qu'ils se remettent en question. 5 jours surtout pour les sélectionneurs pour pouvoir trouver la meilleure stratégie, la meilleure approche tactique, parce qu'on a vu un peu balbutier, il est parti du 4-4-2, 1-4-3-3 aujourd'hui, c'est la faute quelque part. Il n'a pas un style préférentiel, ça veut dire que dans le jeu, il sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je pense que ces 5 jours vont clairement servir à cette équipe-là, avec son sélectionneur, pour pouvoir régler les derniers automatismes, pour pouvoir nous offrir un bien meilleur Sénégal dans la suite. Parce qu'il faut quand même dire que la beauté d'une compétition comme la CAN dépend aussi largement de la performance des grandes équipes. Parce qu'on sera bien heureux, évidemment, à moi de voir une demi-finale, ou alors une finale Cameroun-Sénégal, plutôt que Cameroun contre une autre équipe, vraiment, avec le respect qu'on leur doit, mais des équipes moins hésitées. Mais là, parlons du trio arbitral qui était camerounais. On a eu le bonheur d'avoir Youweng, Noupouévis et Karim Fomo, qui, à mon humble avis,
ils ont été à la hauteur de ce match. Oui, ils ont été à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'en conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a voulu un peu allumer la brèche d'une petite polémique sur le carton jaune qu'il a fait prendre en tout début de rencontre. Mais il faut dire que globalement, sur ce que moi j'ai vu de mon regard de journaliste, j'ai bien constaté qu'ils ont fait un match plutôt correct. Les cartons, on en donne à tous les joueurs sur le terrain, c'est un fait de jeu d'avoir un carton. Donc oui, ils ont bien représenté le drapeau vert au jaune aujourd'hui. Et je pense que voilà, il n'y a pas eu de bourde de leur part. Voilà, c'est ce visage qu'on attend des Camerounais qui sont appelés à représenter le vert au jaune. On rappelle que c'était le deuxième match de ce trio, parce qu'il y a eu le match Gambie-Mauritanie où ils ont été également magistrales, mais désormais, il va falloir compter avec ce trio arbitral camerounais. Oui, je pense qu'ils sont là et si on réussit à les mettre à 3 pour arbitrer, pour diriger les rencontres, ça veut dire que la CAF compte bien sur eux, la commission arbitrale de la Confédération africaine de football compte bien sur eux. Ils savent bien jusqu'ici rendre cette confiance-là qui est passée en eux de façon de la manière la plus éloquente, en faisant des rencontres assez propres. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a constaté. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Autant les Lions brillent sur le terrain en remportant des victoires, autant ces Lions du cycle aussi font ce qu'ils peuvent pour pouvoir faire briller le drapeau camerounais. Donc, c'est de bon augure pour la compétition, pour la CAN qu'on veut bien sucrer. Merci Alain Denis Koul, merci Mekake Moukouri, merci également à ceux qui nous regardent à la maison. On rappelle le classement officiel dans la sous-poule B. Il y a naturellement le Sénégal qui est leader avec 5 points. Derrière, il y a la Guinée-Conakry qui a 4 points et troisième et bon dernier. Troisième est qualifié. Le Malawi. On attendra de voir parce que l'équipe n'a que 4 points. Oui. Elle est troisième parce qu'elle a été battue par la Guinée-Conakry. Et le Zimbabwe qui ferme la marche avec 3 points. Il y a eu la belle victoire face à la Guinée de ce soir. Voilà, ainsi dit, voilà le classement officiel. Ici, dans la poule B de Bafoussam, en compagnie d'Alain Denis, où l'on vous renvoie l'antenne, tout en se donnant rendez-vous demain. On imagine qu'il y aura les séances de décrassage. Merci à vous, Mathieu Fongois, pour cette belle et longue intervention. Alors, messieurs, le Sénégal, depuis le début, ça peine un peu à trouver le rythme. On a Sadio Mané qui s'est assez plaint depuis le début de la compétition. Est-ce que pour la suite, le Sénégal est l'équipe sur laquelle il faut miser, Karim? Non. Pour moi, le Sénégal, c'est un peu la fausse bonne idée. Certes, les joueurs sont là, l'effectif est là, Sadio Mané est là, Aliou Cissé a l'expérience, etc. Mais il manque de caractère dans cette équipe. C'est pas nouveau, on l'a vu à la finale 2019 contre l'Algérie. Pour moi, c'est ce qui a fait la différence entre deux équipes de stars. Là, cette année, le bateau est un peu flottant, on ne sait pas trop où ça va. Et surtout, des cadres qui reviennent de Covid, comme Kalidou Koulibaly, qui a été débordé dans tous les sens aujourd'hui. Il a été blessé pendant 2 mois, entre blessures, Covid. Là, il n'est pas apte à jouer, on a l'impression. Edouard Mendy, encore fébrile, il vient de revenir aussi de Covid. On a vu certaines sorties un peu approximatives. Moi, franchement, je suis un petit peu sceptique. Yves Chamadeu, tu partages l'avis de Karim? Bon, pas entièrement. Je ne vais pas être extrêmement sceptique pour le Sénégal. Je pense que le Sénégal est un tout petit peu au même titre que comme la Côte d'Ivoire, même si après la Côte d'Ivoire a gagné un match. Je crois que ça... C'est pas... Et sur le plan offensif, un peu plus donné. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas complet dans le rendu. Vous savez, pour la petite histoire, je sais pas quand remonte une CAN où le Sénégal ne marque qu'un seul but en match de poule. Même la CAN 2012, le Sénégal était sorti avec 0 points. Il avait quand même marqué 3 buts, le Sénégal, avant de sortir la CAN. Donc là, marqué qu'un seul but, c'est ce que je retiens. L'équipe, moi, est la mauvaise note de cette équipe. Mais parce que quand tu t'en tiens à l'effectif, la qualité des joueurs sur le plan offensif, tu as Diédhiou de la Turquie, tu as Ndiaye de Marseille, tu as Mané qui est là, tous ces gars ne marquaient qu'un but, ça pose un problème. Un but sans pénalty. Pas de but dans le jeu. Oui, un but pénalty. Donc, c'est pour dire que pour moi, c'est la fausse note. Et je crois que Aliou Cissé doit vraiment se questionner là-dessus. L'aspect qui, pour moi, a toujours handicapé le Sénégal depuis peut-être 10-20 ans, c'est l'aspect mental. C'est une équipe qui, mentalement, faiblit. C'est-à-dire, quand elle sent que, voilà, quand elle sent que l'adrénaline monte, la température monte,
à un niveau, la Coupe d'Afrique des Nations ne s'en tient pas qu'au talent. La preuve, vous avez une équipe d'Algérie qui gagne la CAN avec près de 5 joueurs évoluant dans le golf. Il n'y a pas une question de grands stars, de grands clubs en Coupe d'Afrique des Nations. Ça se joue sur le terrain, ça charbonne. Et il y a beaucoup de surprises, particulièrement pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc c'est pour dire que cette équipe sénégalaise, ce n'est pas une question de constellation de stars. On connaît qu'ils ont des grands joueurs dans de très bons clubs, mais mentalement, cette équipe faille toujours. Je pense qu'avant ce match contre le Zimbabwe, je l'ai dit, cette équipe sénégalaise a commencé contre le Malawi, pardon. Cette équipe sénégalaise a commencé à douter. Parce qu'après le nul contre la Guinée, et vu le contenu, vu que la Guinée a vraiment bousculé cette équipe sénégalaise, les joueurs sénégalais, le staff sénégalais commençaient à paniquer. Vous savez, dans leur tête, ils ont un objectif, ils jouent la finale. Et quand ils se disent que le rendu n'est pas proportionnel à ce qu'ils veulent, pour atteindre l'objectif escompté, on commence à douter dans le vestiaire, ça se transpose sur le terrain. Donc présentement, l'équipe du Sénégal est en plein doute et je pense que ces 5 jours pour moi sont bénéfiques pour qu'Aliou remettre les gars sur les rails et que voilà, sur le terrain, on ressent réellement ce qu'on pense de ces joueurs qui en club sont complètement aux antipodes de ce que nous voyons en sélection nationale. Alors, on fait le point justement dans cette poule B, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu Fangwa. Alors, on a le Sénégal, la Guinée, le Malawi et malheureusement le Zimbabwe qui se retrouve donc hors. Un petit commentaire sur finalement les qualifiés de cette poule, Karim. Le Sénégal, on en a parlé. Il faut qu'il se ressaisisse, clairement. Ça, je suis entièrement d'accord avec Yves. Quant à la Guinée, maintenant qu'elle est en huitième de finale, moi, je ne les voyais pas aller au-delà. Ça dépendra de l'adversaire un petit peu aussi sur lequel tombera la Guinée. On le saura dans les prochains jours avec la fin de la phase de poule. Mais c'est les qualifiés qui étaient prévisibles aussi. Ouais. C'est les qualifiés prévisibles. Prévisible, mais c'est le scénario qui était imprévisible. Parce que même le 0-0 Sénégal-Guinée, on ne s'attendait pas forcément. Le Sénégal qui galère comme ça, nul contre le Malawi, on ne s'attendait pas forcément. Et la Guinée qui perd contre le Zimbabwe, alors qu'on se disait, bon là, elle est bien lancée, elle va pouvoir prendre de la confiance. Et la défaite contre le Zimbabwe, on ne s'y attendait pas. Donc c'est le scénario qui est complètement imprévisible. Et du coup, dans quel état mental la Guinée va-t-elle aborder ce huitième de finale? C'est toute la question. Alors, messieurs, après cette poule B, on parle de la poule C qui était aussi fortement rythmée. Karim, on l'a vécu ensemble. Cette rencontre entre le Ghana et les Comores. Black Day pour les Black Stars. Incroyable. Le Black Stars s'incline 2-3 face aux Comores. C'est toute une histoire. On aura le temps d'en parler avec vous. Mais je vous propose d'aller retrouver à Yaoundé Marc-Lionel Chouamau, André Mirabeau Maop et Luciano Djakou de ce côté-là. Mokouri, rebonsoir Yves Tchamadou et tout le plateau ce soir. Bienvenue une fois de plus ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé où les Panthères du Gabon viennent d'accrocher les Lions de l'Atlas du Maroc. 2 buts partout, score de la rencontre, la deuxième affiche ici. La deuxième affiche de la journée après la défaite du Sili National face aux Warriors du Zimbabwe. Marc-Lionel Chouamau, un soir plein de buts. Ouais. Bonsoir à vous en studio à Douala. Oui, on a eu une très très belle journée aujourd'hui. Énormément de buts pour le plaisir de tous les fans qui ont pris les gradins du stade Amadou Ahidjo d'assaut aujourd'hui pour cette suite de la Coupe d'Afrique des Nations et puis l'épilogue dans ce groupe C qui nous concernait, on va le dire désormais un tout petit peu à l'imparfait, qui nous concernait parce qu'on pouvait croiser la troisième meilleure équipe de ce groupe, même si ce n'est pas terminé, mais c'est quasi difficile de retrouver une équipe de ce groupe face au Cameroun lors du prochain tour. Oui, mais c'est question, on a déjà une affiche des huitièmes de finale. L'affiche aura lieu dimanche prochain du côté de Limbé. Oui, dimanche avec ce match entre le Burkina Faso et le Gabon. Le Gabon ce soir qui a montré un très très beau visage, puisqu'il faut en parler. C'est le match référence de cette soirée. Ils ont fait peur à nos amis marocains. Les Marocains avaient légèrement fait tourner leur 11 de départ. Vaïd Alilozic savait qu'il venait ici pour avoir minimum de match. Eh bien, ils vont tomber sur une très belle équipe du Gabon, bien concentrée, qui, grâce à Alenami, va ouvrir le score. L'attaquant qui évolue en deuxième division en France. 1-0 et puis stupeur donc ici. Et puis le Maroc va réussir à égaliser dans cette rencontre-là, 1 but partout. Et puis le Gabon va prendre les devants dans les dernières minutes de la partie grâce à un nouveau but de Boupenza, mais grâce à un grand joueur. Le milieu de latéral droit du Paris Saint-Germain,
Achraf Hakimi, un coup franc nul égal, plein de carnes, 2 buts partout. On était tous contents. On va dire qu'on a souffert entre le chaud et le froid ici parce que les journalistes marocains s'apprêtaient à déménager pour Limbé en plein match. Ils faisaient déjà les recherches compte tenu du résultat de l'équipe du Maroc. Bon, au final, bonne nouvelle pour eux puisqu'ils vont rester ici à Yaoundé pour recevoir leur 8e de finale. Et parlant de ce 8e de finale, et juste avant ce 8e de finale, Marc, le grand match que tout le Cameroun attend, c'est l'affiche de ce jeudi entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie du côté de Douala. Et avec nous, une journaliste de nationalité algérienne. Elle a perdu le sommeil depuis 48 heures parce qu'elle risque de faire ses bagages. Bonsoir Dounia. Bonsoir à tous et merci d'être ici avec nous. Non, je dors bien. Vraiment, je suis impartial, je vis cette CAN à fond et quoi qu'il arrive, je resterai là jusqu'à la fin. Mais j'espère vraiment de tout mon cœur que l'Algérie va gagner demain. Parce que, voilà, après-demain, parce que sinon, je pense que la fête sera moins belle, on va dire. Oui, mais Dounia est surtout devenue célèbre grâce à cette publication sur Twitter, avec les appréciations des mecs camerounais et autres. J'aime le Cameroun. J'adore le Cameroun, mais c'est pas que d'aujourd'hui. Ça fait déjà très longtemps que j'aime le Cameroun et que j'avais envie de venir ici. Donc quand l'occasion s'est présentée de faire une CAN, bah, c'était une coïncidence que ça se passe ici au Cameroun et j'en suis très fière d'être ici avec vous. En plus, tout le monde m'accueille chaleureusement, tout le monde est là et vraiment j'ai été très bien accueilli. Merci beaucoup. Merci Dounia. Marc Lionel Chomo, évidemment, André Mirabeau Mob, Luciano Doudou Djakou. Nous sommes au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La suite s'annonce électrique pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il y a un match ici demain, l'Égypte. Évidemment. L'Égypte qui joue gros également ici dans ce stade demain pour essayer de jouer sa survie dans cette compétition avec Mohamed Salah. Seulement 3 points pour l'Égypte. Oui, seulement 3 points pour l'Égypte. Il faut une victoire pour essayer de renchérir cette 2e place, peut-être un match nul pour espérer être le 3e. Mais pourquoi pas rencontrer le Cameroun en 8e, qui sait? Qui sait? La CAN se poursuit, évidemment, sur Canal International. À bientôt. À bientôt, André Mirabeau. Merci pour cette belle sortie avec Marc-Lionel Chomo, Luciano Djakou et aussi notre consoeur Dounia qu'on a le plaisir de voir sur ce live. Alors, messieurs, il faut dire que Yaoundé a vraiment vibré cette journée avec ces deux rencontres. Avec une rencontre, entre le Gabon et le Maroc. Alors, 2 buts partout. La poule C, on sait, le Maroc est en tête. Le Gabon également qualifié. Les Comores en attente et malheureusement le Ghana se retrouve out. Alors Karim, on parle de ces 2 sélections Gabon-Maroc. C'est vrai que vous n'avez pas suivi la rencontre, mais en tête de cette poule, c'était prévisible quand même. Le Maroc en tête de la poule, oui clairement. Le Gabon, pas trop. Le Gabon, pas vraiment. Mais juste d'abord, je vais commencer par le Maroc. Ils montent en puissance. Alors certes, là, je pense qu'ils ont fait tourner, ils étaient déjà qualifiés, donc ils n'avaient pas besoin de mettre leur équipe type ce soir. Et Coach Bailly disait après le match précédent face aux Comores, en gros, c'est bien, on a gagné, mais je suis insatisfait parce que de manquer autant d'occasions à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc là, ils ont marqué 2 buts, ils sont revenus. Donc au niveau psychologique, c'est pas mal avec 2 buts dans les 10 dernières minutes. Et de toute façon, le Maroc a non seulement l'effectif, mais aussi le côté mental dont on déplorait l'absence dans le Sénégal. Je pense que le Maroc peut l'avoir cette année avec un effectif qui est à la botte, entre guillemets, de Coach Vaïd, parce qu'il a écarté des joueurs comme Ziyech, par exemple, qui étaient des meilleurs joueurs, mais qui ne rentraient pas dans ses plans précis. Et Coach Vaïd, on a vu ce qu'il a fait avec l'Algérie, voilà. Quand les joueurs sont trop des brebis galeuses, il les écarte, et lui il fait le groupe avec ceux qui veulent jouer pour lui. Voilà, c'est très simple. Et concernant le Gabon, oui, c'est la grosse surprise. Pas tant qu'il soit qualifié, mais qu'il soit aussi bon finalement. Parce que Mario Lemina n'est plus là, Pierre-Emerick Aubameyang Gaspard n'est plus là. Toutes ces affaires-là ont pollué le stage du côté des Émirats, etc. Ça a pollué la préparation. Et là, on retrouve le Gabon à la CAN, malgré toutes ces histoires-là, qui arrive à revenir de nulle part face au Ghana, plutôt, avec un but de Djemal Levina, l'attaquant de Clermont, et qui arrive, voilà, bon an, mal an, à tenir tête au Maroc. Donc pour moi, c'est peut-être la plus grosse surprise de cette Coupe d'Afrique jusqu'à présent. Tout à fait, parce qu'on s'attendait avec l'absence, vous l'avez dit, de ces 2 joueurs-là dans cette équipe des Panthères, que ce soit un peu, qu'il y ait un manque. Mais certains vont croire que c'était peut-être le problème de la sélection. Mais bon, on ne va pas aller chercher dans ce qu'on ne sait pas. Mais effectivement, il y a eu ce cas, Yves Tchamadeu. C'est souvent rare en compétition de voir 2 joueurs quitter la sélection comme cela. Mais
mais là, c'est un cas de force majeure. Oui, je pense que c'est des situations qui peuvent arriver et qu'on ne peut pas accepter. Vous savez, quand on est dans une situation comme celle-là, quand on s'appelle Aubameyang et Lemina, et on est dans une effectif comme celle du Gabon, pardon, vous avez une responsabilité pédagogique. Imaginez ça, c'est-à-dire que vous avez des jeunes que vous devez encadrer et dont vous devez servir d'exemple. Donc c'est une bêtise inacceptable par n'importe quel manager qui pourrait être à la tête de cette équipe. Parce que vous avez un gars comme Aubameyang qui ne joue pas pour les cas de Covid. On estime qu'il a besoin, il subit une quarantaine. Donc il ne doit pas, pour des mesures hygiéniques, s'exposer comme ça. Parce qu'en s'exposant, il expose le groupe. Et quand on sait que c'est un joueur qui actuellement, je vais d'une manière factuelle, il est dans une situation où il doit être il ne doit pas être très en contact avec l'extérieur, il se permet une telle bavure. Je pense que c'est... On se demande où est passée la conscience professionnelle du footballeur de haut niveau qu'il est. Pareil pour Mario Lemina. Donc, je ne regarde pas trop cette sanction, bien encore cette situation sur le plan sportif, mais je regarde sur le plan pédagogique. Parce que vous avez des jeunes joueurs qui sont dans cet effectif, qui vous adulent, qui vous regardent et dont vous servez d'exemple. Donc quand vous présentez un tel visage, ça peut détruire pratiquement l'après de cette équipe-là. Ou des joueurs qui, sur le plan disciplinaire, n'apprennent pratiquement rien de vous. Donc pour moi, c'est un peu ça comment je vais dire, la grosse déception que j'ai de ces deux joueurs qui, pour moi, servaient d'exemple dans le vestiaire gabonais. Maintenant, pour revenir sur cette rencontre, il faut rappeler que côté marocain, jusqu'ici, l'entraîneur Vaïd n'avait que perdu une fois en 24 matchs avec cette équipe algérienne, cette équipe marocaine. C'était notamment contre le Maroc le 15 octobre, je pense, 2018. Contre le Gabon, je vais dire, contre le Gabon. La seule équipe qui avait pu battre Vaïd depuis qu'il est à la tête du Maroc, c'était notamment le Gabon. Donc c'était aussi un challenge pour lui parce que depuis qu'il est là, c'est 24 matchs, 17 victoires et 6 matchs nuls. Donc pour moi, il y avait un challenge aussi côté Vaïd, ne pas une fois de plus perdre contre le Gabon. Là, il a pu le faire de la belle manière parce qu'il sort quand même, il est à 2-0. C'est vrai que l'équipe du Maroc est menée, les gars reviennent au score, mais vous savez que l'homme est très rigoureux. Je vous rassure que si le Maroc avait perdu ce match, il ne devait pas être temps d'avoir les joueurs dans le vestiaire. Si des joueurs comme Ziyech ne sont pas là, c'est que sur le plan disciplinaire, il y a pas une très bonne cohabitation. Minarit aussi, enfin, d'autres joueurs qui ont été écartés. Pareil, tous ces joueurs. Donc, il y a un entraîneur qui met sur pied une réelle discipline de vie entre les joueurs. Et là, on voit que ça marche parce que même dans l'absence de ces stars, le Maroc finit de sa poule et est qualifié automatiquement pour le second tour. Alors, Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, dit on voulait éviter le Cameroun, raison pour laquelle il fallait mettre le paquet certainement pour cette rencontre. Rapidement, avant que vous ne reveniez sur le Gabon ou le Maroc, Karim rappelait les buteurs de ce jour dans cette rencontre. On a Boufal à la 74e minute et Hakimi à la 84e minute pour le Maroc. Et bien sûr, c'est le Gabon qui ouvre le score avec Alevina à la 21e minute et à la 81e minute, on a ce but d'Aguerre, un but contre son camp, le joueur marocain. Alors Karim, le Gabon, le Maroc, on a déjà parlé de ce côté disciplinaire, mais pour la suite, parce que vous l'avez noté tout à l'heure, la compétition et même la préparation, l'avant-compétition était assez complexe pour le Gabon. Le pays est arrivé, il y a eu cette sanction qui est tombée de la CAF parce que la team gabonaise a refusé de s'installer dans l'hôtel qui était dédié. Donc, on voit un peu de buzz en buzz dans cette team de sélection. Ça, c'est vrai qu'ils vont de buzz en buzz et c'est pour ça que finalement, ces difficultés extrasportives ne se voient pas tant que ça sur le terrain. Et après le match précédent, nous, on avait rencontré les joueurs gabonais, notamment Bruno Ekoulemanga, le défenseur central, qui nous disait que avec toutes ces histoires-là, finalement, ça renforce en quelque sorte un côté revanchard, qu'il n'aurait peut-être pas forcément eu sans ces histoires-là. Mais là, ils se disent, bon, les vents sont tous contraires, donc il faut qu'on se donne encore plus pour justement faire déjà taire les critiques, parce que le terrain fait toujours taire les critiques. Quand ça va bien sur le terrain, on oublie ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'était la seule réponse à apporter, parce que si ça tournait au gadin l'aventure gabonaise ici, je pense qu'ils seraient peut-être pas rentrés à Libreville, ils seraient peut-être allés ailleurs qu'au Gabon. Ils n'auraient pas pris de risque, selon moi. Donc voilà, et Patrice Neveu, quand même, on sent qu'il, lui, il connaît, il est expérimenté en Afrique, il a fait quand même pas mal de clubs de sélection. Donc là, on le sent, on va dire un peu père tranquille. Bon, là, au ballon de Lemina, le problème est réglé. Maintenant, il va gérer le reste de ses joueurs tranquillement, sans trop se précipiter, et en essayant de les amener le plus loin possible, sachant que le 8e de finale, puisque c'est le premier qui est connu, opposera le Gabon au Burkina Faso. Et ça va être intéressant parce que pour moi, le Burkina Faso a de meilleures dispositions, on va dire au niveau mental. Justement, il n'y a pas toutes ces histoires-là au Burkina. Mais les Italiens ont fait une première partie de CAN
tellement moyenne qu'on a on se pose des questions aussi. Donc ça va vraiment être un match plus équilibré qu'on le pense. Alors, messieurs, on va, avant de prendre les réactions d'après-match qui arrivent dans quelques instants avec le concours de Dorette Zitou, qui était certainement dans des fan zones ou juste à côté du stade Amadou Ahidjo, on va parler de cette rencontre qui s'est déroulée cette fois au Roumdé Adja entre le Ghana et les Comores. Avec cette belle victoire des Comores. Alors, Karim, vous nous expliquez tout sur le pays, un pays que beaucoup de Camerounais et d'autres Africains découvrent, voilà, sur le plan footballistique et aussi sur le plan même de la connaissance de l'histoire de ce pays. Alors, les Comores arrivent à vaincre le Ghana. Comme on le disait tout à l'heure, Black Day pour les Black Stars, avec André Ayou sur le terrain, et qui se prend un carton rouge. C'était vraiment le match de la journée, Karim. Ah oui, clairement, c'est l'une des sensations énormes. On avait vécu le match Algérie-Guinée-Équatoriale, on s'est dit, c'est incroyable que le champion d'Afrique tombe face à la modeste équipe, entre guillemets, d'une langue nationale. Mais là, c'est retentissant. Alors moi, je vais me placer du côté comorien. Forcément, ma mère est d'origine comorienne, ça tombe bien. J'ai vu les vidéos, par exemple, de mes cousins sur les réseaux sociaux. Tout le monde est dans les rues. Alors qu'il est très tard là-bas actuellement, tout le monde est dans les rues. Et aux Comores, c'est un petit pays, un archipel même, pour le préciser aux téléspectateurs, situé dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'Afrique continentale, les côtes tanzaniennes, à peine 1 million d'habitants, 3 îles indépendantes, la Grande Comore, Moélie et Anjouan, d'où est originaire ma famille, donc du coup je salue un peu tout le monde au passage, mais qui ne s'est jamais illustré sur le plan du football et même sur le plan sportif d'une manière générale. Donc pour nous, on n'a jamais grandi en s'imaginant un jour voir l'équipe des Comores à une Coupe d'Afrique. C'est là où on se dit, c'est incroyable ce qu'on a vécu ce soir. Si tout le monde crie, si moi-même j'ai crié dans les couloirs de Canal 2, c'est parce que c'est un exploit qu'on n'imaginait même pas. Moi, je voulais juste qu'ils marquent un but. Ils n'avaient pas marqué lors des 2 premiers matchs. Et je me suis dit, bon, s'ils marquent, c'est déjà pas mal. Ils ont marqué très tôt dans le match. J'étais soulagé. Et là, avec le scénario incroyable qu'on a eu, les Comores qui mènent 2-0, le Ghana qui revient, et au final, ce 3e but, Ahmed Mogni qui met un doublé. Et là, on se dit, mais c'est waouh, c'est la 4e dimension, est-ce qu'on est en train de vivre. Et petite précision footballistique, c'est un peu la revanche, parce que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, il y avait eu Comores-Ghana, du côté de Mitsamiouli, terrain un peu champêtre qui se trouve au nord de l'île de la Grande Comore. Très belle plage à Mitsamiouli, je le précise. Le Cameroun est déjà passé aussi. Oui, c'est vrai. Mais Mitsamiouli, l'eau est cristal. Franchement, je vous conseille un jour si vous avez l'occasion. Et donc, dans ce stade, il y a eu ce fameux match contre le Ghana. Il y a eu 0-0, mais il y a eu un but refusé à 5 minutes de la fin pour un hors-jeu inexistant. Et c'est resté en travers de la gorge parce que les Comoriens n'avaient pas pu aller au-delà de ce tour de préqualification pour le mondial à l'époque. Donc là, on sent aujourd'hui que c'est un peu la revanche finalement face à ces mêmes Black Stars. Il y avait déjà en plus les frères Ayou qui étaient présents. Donc voilà, il y avait des gens qui étaient présents déjà à l'époque. Mais en tout cas, pour revenir sur la joie, elle est indescriptible. Je suis journaliste, donc je ne peux pas dire indescriptible. Mais la joie, elle est à la hauteur de l'inattendu. De l'espoir, voilà, de l'inattendu. En 3e match comme ça, alors qu'on n'avait pas marqué de but, qu'on n'a quasiment pas tiré face au Maroc, pas de frappe cadrée, qu'on n'y arrivait pas, les joueurs étaient timides, ça c'est vrai, c'est normal, ils découvrent la Coupe d'Afrique, avec toute cette ambiance, tout ce focus médiatique aussi sur les Comores, sur Amir Abdou, l'entraîneur en particulier, et là de sortir le match de ce soir. Avec 3 buts. Alors, Yves Tchamadeu, c'est vrai, vous avez l'habitude de le dire, le football c'est pas une science exacte, il y a la magie qui opère, mais comment on fait pour être une équipe comme celle des Comores et arriver à revenir sur le score, parce que Karim le disait tout à l'heure, il y a eu déjà un but, il y a eu un 2e but, et puis il y a le Ghana qui revient au score. C'est vrai qu'il y avait l'infériorité numérique avec la sortie de André Ayou, mais comment les Comores arrivent à tenir tête, c'est-à-dire à se dire mentalement, ok, ils sont revenus au score, il faut un 3e but, et voilà, parce que après, quand on regarde les chiffres, que ce soit d'ailleurs pour le préciser, pour la rencontre Gabon-Maroc ou pour la rencontre Ghana-Comores, au niveau des chiffres, possession de balles, les équipes favoris justement sur le papier, mais au niveau des buts, il y a cette différence. Comment une équipe comme celle-là crée la surprise? Oui, je pense, j'ai envie de dire impensable hier à un espoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas comment à ce type de performance hier. Aujourd'hui, il y a un espoir de qualification pour le second tour. Il faut parler de l'impact de cette victoire sur l'équipe du Ghana. Même si le Comore a 3 points,
et qu'il y a des équipes à 4 points qui se positionnent comme meilleur troisième, mais je pense qu'à 3 points, ça peut se faire. Rappelez-vous, à Tunisie, qui finit demi-finale en 2019, était passé du premier tour avec 3 points, comme meilleur troisième. Donc, aujourd'hui, cette victoire-là donne un espoir grandissime à cette équipe comorienne. Pour le prochain tour, on attendra bien sûr l'autre match. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier ce genre de performance? C'est le football. C'est qu'aujourd'hui, on a un nivellement de valeur en football qui est pratiquement indiscutable. On ne peut plus présager un score avant le match aujourd'hui. Il n'y a plus cette domination, il n'y a plus cette forme d'impérialisme footballistique en football. C'est plus domination des plus forts, des plus faibles. Non, ça se joue sur le terrain, ça se gagne sur le terrain, et sur le terrain, on y met tout. Physique, tactique, mental, et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, tous ces entraîneurs vont dans les mêmes écoles de formation, ou être des entraîneurs. Tous font pratiquement les mêmes sciences techniques. Donc, quand ils sont tous les balles de touche, ce qui diffère, c'est l'histoire, c'est l'expérience. Mais après, sur le plan performance, sur le plan connaissance, factuellement, on peut avoir des performances que ce que nous avons vu entre les Comores et le Ghana. Donc, je pense que c'est la réalité du foot, c'est la réalité de la CAN. Tout à l'heure, Karim parlait de la victoire de la Guinée face à l'Algérie. Et je pense que celle du Comore face au Ghana, quand on voit l'enjeu ghanéen pour ce match, je pense que c'est plus que ce qu'on imagine. Karim? Je suis d'accord, et il y a deux choses à signaler. La première, sur le côté inattendu, c'est même au niveau du parcours d'Amir Abdou, par exemple. Tu parlais des entraîneurs. Yves, Amir Abdou, c'était un modeste joueur amateur qui n'a même pas réussi à percer en France dans les divisions amateurs, qui est devenu éducateur puis entraîneur. Et un beau jour de 2014, ça commence à remonter maintenant, c'est l'un des plus expérimentés, on va dire, sur les bancs lors de cette CAN. La fédération comorienne l'appelle, après un exploit en Coupe de France, pour être l'adjoint à l'époque d'Henri Stambouli. Sauf qu'Henri Stambouli n'est jamais venu, et Amir Abdou s'est retrouvé numéro 1 du jour au lendemain, au début de l'année 2014. Donc ça fait 8 ans maintenant, parce que c'était en janvier. Et il est parti de zéro. Il n'avait pas de joueurs, pas de base de données, il n'y a pas de formation comore, rien. Là, c'était le terrain vague à l'époque. Et puis, il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir quelques binationaux comme ça, notamment Ali Amada, le gardien qu'on a vu ce soir, qui jouait à Toulouse, qui était l'un des premiers à rejoindre le projet. Il a été voir des joueurs comme Kalsim Abdallah, par exemple, qui est passé par Marseille, par Evian. Il a convaincu quelques-uns, et à la suite de ça, les autres sont venus, et d'abord, ils ont voulu juste bétonner dans les matchs. Grosso modo, c'était un peu ça la stratégie pour prendre le moins de buts possible. Et puis, au fur et à mesure, ça a créé un état d'esprit qui a permis aux Comores d'y croire. Et quand Amir Abdou a vu Madagascar à la CAN en 2019, juste après, je l'ai rencontré, et là, il nous dit, si Madagascar y est, pourquoi pas nous, en fait? Et donc, il sentait que là, c'était le moment, et c'est une génération, avec des joueurs qui ont, entre 27 et 32 ans, 33 ans, donc c'était presque le moment où jamais, alors c'est peut-être un peu, il n'a pas à dire ça, mais c'était un moment presque parfait pour aller à la CAN. Et c'est ce qui s'est produit avec cette qualification historique. Et là, maintenant, avec cette victoire-là... Cette victoire aussi historique. Alors ça, c'est une véritable success story. Je vais trahir un secret pour les téléspectateurs qui nous regardent. Même à la réalisation, on n'y croyait pas. Parce que j'ai demandé à Colin Swanchon, à Jean Nicho de nous trouver une chanson de soprano qui est originaire des Comores pour célébrer cette victoire. Et quand ils ont vu le deuxième but du Ghana, ils se sont dit non, on va pas bousiller de la data pour ça. Et finalement, les Comores créent la surprise. Alors, on le disait il y a quelques instants, c'était pas la seule rencontre de cette poule C. Il y a d'abord eu Gabon, Maroc, et Dorette Zitou a pu nous collecter comme ça quelques réactions d'après-match. Je vous propose de regarder. Nous sommes très contents de la victoire. On remercie le Seigneur. On remercie le Cameroun. On remercie le Cameroun. Nos frères gabonais nous ont montré qu'ils sont capables pour cette canne. Vous comprenez? Donc nous sommes N'oublie pas de parler aussi des supporters camerounais. Et on apprécie aussi les Camerounais. On apprécie le Cameroun. Mais franchement, nous sommes très émus. Nous sommes vraiment très émus. Le Gabon, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas parce que ce match, c'était un match. J'habite en Espagne, je suis là pour la Coupe d'Afrique. Bon, le match, vraiment, c'est un bon match pour les deux équipes. 2-2, c'est un résultat très, très mérité pour le Maroc et pour le Gabon. Nous, alhamdoulilah, on est qualifiés. Gabon aussi, je suis très content pour nos sélections. On a fait un bon match de Coupe d'Afrique. Inch'Allah, j'espère qu'on va faire beaucoup de bonnes choses. Quel match, s'il te plaît. Aujourd'hui, l'équipe du Maroc, ils ne sont pas joués très confortables, tu vois. C'est ça la différence. Ils ne sont pas joués très confortables. Ils sont joués 50-50. Ça, c'est peut-être 55-45. Ça dépend c'est quel moment du match, mais ils ont bien joué les deux.
Dorette, déjà on entendait dans l'extrait quelques passants qui disaient voilà, c'était le meilleur match de la poule. Certainement quand on vit une rencontre comme celle-là, c'est ça la Coupe d'Afrique des Nations, la magie, les confrontations entre deux nations. Et voilà, on a la poule et vous expliquez Karim, en 30 secondes justement, on a le Maroc qui est déjà qualifié, le Gabon, le Ghana qui est éliminé, mais les Comores attendent encore. Alors, exactement. Une explication en 30 secondes pour nos téléspectateurs. Alors, comme ce sont les 4 meilleurs troisièmes qui vont se qualifier pour les 8e de finale, il faut que les Comores soient dans ces 4-là. Ouais. Et pour cela, vu les matchs qui restent demain et après-demain, il faudrait que le Nigeria et l'Égypte gagnent, grosso modo, dans le groupe du côté de Garoua. Et puis que dans le groupe de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, voilà, que ce soit la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale qui gagnent pour que la Sierra Leone et l'Algérie aient moins de 3 points. C'est ça en fait, il faut que les autres équipes aient moins de 3 points, sachant que les Comores ont une différence de but de moins 2. Donc s'il y a 3 points, les Comores risquent. Les affiches de la journée de demain sont prêtes. Et justement, on a à Garoua le Nigeria qui sera face à la Guinée-Bissau. Alors, dans quelques instants, on va avoir droit aux conférences d'avant-match pour la Guinée et le Nigeria. Yves Tchamadeu, c'est une affiche qui s'annonce intéressante. On le sait déjà, le Nigeria a fait du beau jeu depuis le début de cette compétition. Mais est-ce que demain, on s'attend aussi à une surprise, vu que c'est définitivement la CAN des surprises, ça explose de partout. Oui, je pense que c'est vrai que la poule D n'a pas révélé de grandes surprises jusqu'ici, mis à part la victoire difficile de l'Égypte face à la Guinée-Bissau. On attendait pas voir une équipe égyptienne souffrir pour aller chercher une victoire d'ailleurs qui a été très contestée par les Bissau-Guinéens sur un but refusé par l'arbitre, le central de cette rencontre. Ensuite, il y a eu cette victoire logique du Sénégal face au Soudan, du Nigeria face au Soudan. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria fait office de favori, pas seulement de la poule D, mais de la compétition. Au-delà du résultat, il y a du contenu. C'est-à-dire, on a vu une équipe nigérienne qui gagne avec qualité. Cette équipe a réussi à allier spectacle et efficacité dans les matchs. Donc voilà, l'équipe du Nigeria aujourd'hui se positionne réellement comme un vrai prétendant au titre. Je pense que c'est une poule qui ne réserve pas trop de surprises, mais demain, attendez voir ce que voilà, il y a des matchs couperaient parce que la Guinée-Bissau peut encore faire quelque chose. Le Soudan, pareil, meilleur troisième. Donc, c'est des équipes qui ont un point. Donc, ce qui s'est passé avec le Comore aujourd'hui pourra se reproduire demain, soit avec la Guinée-Bissau ou encore le Soudan. Et il faut rappeler, on se rend bien compte depuis là que les équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs ont de la peine à gagner le 3e match. On l'a vu avec le Cameroun lundi, on l'a vu avec le Maroc aujourd'hui. Donc, on a l'impression que quand il y a de la fatigue, peut-être, du relâchement, le fait d'être déjà presque qualifié. Il faut faire tourner, il faut faire reposer les cadres. Donc, forcément, ça donne des résultats moins attendus. Donc, c'est pour ça que demain, on pourra aussi assister à des surprises. Alors, il y a également cette rencontre qui, cette fois-ci, sera du côté de Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Vous l'avez compris, les poules ont été délocalisées. Voilà, l'Égypte sera face au Soudan. Alors Karim, est-ce que selon vous c'est une très belle affiche? Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise aussi avec cet Égypte-Soudan? C'est vrai que l'Égypte n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait depuis le début de cette compétition. Ça c'est vrai, et ils ont dû se remettre uniquement à Mohamed Salah. Et ça, à un moment donné, j'ai peur que ça montre ses limites. On l'a vu lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, que ce sont les équipes, ce sont plus les collectifs qui permettent de remporter les trophées, qu'une seule star qui tire tout le monde vers le haut. Et j'ai un peu peur que ce soit ça avec l'Égypte en fait. Que derrière Salah, il n'y ait pas assez pour justement aller au-delà d'un certain niveau. Et ça avait été une telle déception quand même la CAN en Égypte pour eux, sortie par l'Afrique du Sud, qui n'est pas la meilleure équipe d'Afrique actuellement, dès les 8e de finale. Ça a été dur pour eux de se remettre en selle, pardon. Mais là, je sens une équipe d'Égypte un peu bof, pour le dire familièrement. Voilà, on ne sent pas un entrain, contrairement au Nigeria, par exemple, qui est beaucoup plus séduisant sur le plan offensif, ou même que la Côte d'Ivoire, malgré le nul un peu improbable. On ne sent pas cet talent-là, on ne sent pas un esprit vraiment compétiteur prêt à aller gagner la coupe pour l'instant. Alors ça peut changer en cours de compétition, on ne peut pas les enterrer tout de suite, les pharaons, mais ça n'augure pas forcément d'une très bonne CAN pour les Égyptiens. Pourtant une équipe Karim qui a quand même des joueurs qui
qui était là en 2019, et certains qui étaient même en 2017 lors de la finale face au Cameroun, comme El Nini, ou encore Sorbi, et même Mohamed Salah, qui eux étaient là, Chenaillou était là, mais sur le banc de touche, même Egazi aussi, défenseur central. Donc il y a quand même une bonne génération de joueurs qui étaient là à la finale en 2017, donc il y a des joueurs d'expérience, ceux qui étaient là aussi en 2019. Mais je pense que j'ai l'impression que Carlos Queiroz n'a pas une parfaite maîtrise. Je pense que la recette qu'il a prévu pour l'équipe égyptienne ne marche pas encore. Parce que même dans le contenu, on ne ressent pas cette vivacité dans le jeu égyptien, cette accélération, cette capacité, cette technique au-dessus de la moyenne quand l'équipe égyptienne joue, cette capacité pour créer des fautes aux abords de la surface facilement. Qui fait qu'ils débordent leurs adversaires, que leurs adversaires sont souvent waouh, ils ne plus nous donner de la tête. De la tête, voilà. Donc on sent une équipe égyptienne vraiment dominatrice dans le jeu. Donc on a l'impression que sur le plan technico-tactique, il y a un sérieux problème et que Carlos Queiroz n'arrive pas à implémenter sa marque dans cette équipe. Alors on va prendre dans quelques instants les conférences d'avant-match pour le Nigeria et la Guinée-Bissau grâce à notre correspondant qui se trouve à Garoua pour le moment. Je ne sais pas si au niveau de la réalisation c'est OK pour avoir cet élément, mais déjà on le disait tout à l'heure furtivement, on a déjà la première affiche des huitièmes de finale de cette CAN 2021 Burkina Faso-Gabon, et ce sera dimanche à Limbé. Alors on va parler aussi également Yves Chamadeu de la préparation des équipes à Limbé et à Boya. C'est pas trop ça pour les équipes qui ont fait le déplacement de ce côté-là. On y reviendra. Le temps justement d'avoir ces conférences d'avant-match du Nigeria et de la Guinée-Bissau. OK, on y reviendra certainement. Alors, on parle de cette préparation pour les équipes à Limbé. On a cette nouvelle concernant la Guinée équatoriale. Justement, pour la Guinée, ça s'annonce compliqué du côté de Limbé et de Boya. Les entraînements étaient totalement fermés à la presse. Il n'y aura pas les 15 minutes pendant les entraînements. On sait tous les vives tensions qu'il y a eu à Boya lors de des derniers entraînements. Justement, on y reviendra dans quelques instants avec nos correspondants Inès Ondouabala et Ebako du côté du sud-ouest. Tout le monde a une chance. Attention, ce qui passe juste à côté. Avec la possibilité ce centre dans la zone de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm.
Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Alors, on le disait il y a quelques instants concernant justement la délocalisation des rencontres, notamment entre la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Du côté de Limbe, il y a eu un entraînement pour la Guinée équatoriale ce jour qui n'a pas été ouvert à la presse, mais on a quand même quelques images grâce à notre correspondant Ebako. Et l'information à retenir, c'est qu'il y a 7 cas de Covid dans la sélection équato-guinéenne. Yves Tchamadeu, Karim, c'est quand même assez lourd pour une équipe comme celle-là qui a déjà puisé dans ses ressources pour faire des matchs comme on a vu au stade de Japoma. L'impact il sera clair pour la suite. L'impact il sera d'autant plus clair que l'influx nerveux laissé dans ce match contre l'Algérie, il est énorme. L'émotion que ça a suscité, et on l'a vu au stade du côté de Douala, cette joie immense, le fait de partager avec les supporters, le fait d'avoir battu l'Algérie, la tension médiatique qui arrive, enfin le fait que ça fasse le tour du monde. Et là, après, 2-3 jours après, il faut se reconcentrer. En plus, avec des cas de Covid, dans un effectif qui n'est pas l'effectif le plus développé en termes qualitatifs dans cette CAN, avec des joueurs qui souvent jouent en 2e, 3e ou même en 4e division espagnole, comme le buteur de Esteban Orozco, lors de cette victoire à l'Algérie, voilà. Donc finalement, ça va compliquer les choses, mais est-ce que finalement, ce serait pas la bonne histoire que malgré un groupe avec la Côte d'Ivoire et l'Algérie, malgré le fait d'avoir des cas de Covid, la Guinée équatoriale, pays voisin, c'est vrai. Une Guinée qui s'est toujours qualifiée pour le second tour, toutes ses participations. Toutes ses participations, mais elle s'est toujours qualifiée quand même pour le second tour, la Guinée. Et justement, pour parler rapidement en 30 secondes de cette rencontre face à l'Algérie, vous me disiez, Yves Tchamadeu, au stade que la Guinée semble avoir le secret du jeu maghrébin, en fait. Oui, et puis je l'ai dit à certains confrères algériens que c'est pas la première fois. En 2012, la Guinée s'impose face à la Libye, une équipe maghrébine. En 2015, contre la Tunisie en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Récemment encore, éliminatoire Coupe du Monde et s'impose contre la Tunisie à Malabo, 1-0. Et là, c'est contre l'Algérie. Donc, on a l'impression que cette équipe a la recette de comment venir à bout des équipes maghrébines. Peut-être, est-ce que c'est un fait hasardeux? On se pose la question de savoir. Parce que de toute façon, il n'y a pas une étude scientifique sur comment est-ce qu'il faut battre les équipes algériennes. Mais jusqu'ici, les faits, quand même, pour moi, sont favorables à l'équipe de la Guinée face aux équipes maghrébines qui sont difficilement battables par les équipes de l'Afrique subsaharienne. Ça, il faut le reconnaître. C'est des équipes qui ont toujours quand même rendu la tâche difficile aux équipes de l'Afrique subsaharienne. Et la Guinée réussit quand même à le faire. Maintenant, cette recette, elle est due à quoi? C'est que l'équipe guinéenne a su comment il fallait aborder ce match. Elle a su qu'elle n'avait pas les mêmes forces pour dérouler pendant la rencontre. Elle a joué bloc bas, elle était là pour défendre, jouer sur contre-attaque. Et ce genre de match, généralement, c'est juste les coups de pied arrêtés. Et c'est sur un coup de pied arrêté que la Guinée réussit à donner le coup fatal à l'équipe. Alors, Yves Tchamadeu, quand même, Guinée équatoriale, Sierra Leone, là, on a 2 nations qui, sur le plan mental, sont au beau fixe. Parce que, comme Federico, l'un des joueurs phares de cette équipe, nous disait au niveau de la zone mixte, c'est une équipe qui se repose sur le collectif, qui a envie d'évoluer ensemble. Ce sont des joueurs qui partagent beaucoup de choses ensemble. Ils sont pas peut-être les plus populaires, mais c'est une famille. Et même le coach adjoint Nopo Abesso nous l'avait dit lors d'un entretien pour Canal de Foot, justement, que son équipe compte sur le collectif. Et d'un autre côté, on a également Camara de la Sierra Leone qui tient le même discours. Alors c'est une équipe qui est venue ensemble et qui s'est dit bon, on va tenter quelque chose de magnifique pour cette première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on a 2 équipes comme ça qui viennent
prouver quelque chose et qui se rencontrent pour ce match. On se dit que ce sera très électrique. Je vous propose d'écouter Frédérico, justement, au micro de notre correspondant dans le sud-ouest et Bako, un court extrait après cette séance d'entraînement. On y reviendra certainement à cet extrait. Alors, justement, on en parlait il y a quelques instants. La précision a été faite par notre correspondante Inès Ondoa. Au niveau de Boya, les entraînements sont fermés à la presse. Là, on ne parle pas seulement de mesures Covid, mais aussi de mesures sécuritaires. Quand on sait ce qui s'est passé il y a quelques jours. Yves Tchamadeu, est-ce que ce n'est pas de nature à mettre un peu plus de pression aux équipes qui sont déployées de ce côté-là, quand on sait qu'on était dans la ville de Douala où au niveau sécuritaire tout est au beau fixe et qu'on est dans une zone où il y a quand même quelques restrictions au niveau je pense que c'est un peu pression. Je pense que quand on est un entraîneur, on a des joueurs, on doit être focus sur son match. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger la sécurité, mais je crois que le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations a pris des engagements là-dessus. Donc on doit se pencher uniquement sur son match, comment aborder son match, parce que si vous perdez un match et vous venez en conférence de presse et que voilà, vous avez été trouvé par l'aspect sécurité qui perd le match, vous n'aurez jamais raison. Parce que jusqu'ici, il n'y a plus une équipe qui a été victime de quoi que ce soit en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on sait ce qui se passe là-bas, c'est clair, mais il y a des engagements qui ont été pris par l'État camerounais pour assurer la sécurité des uns et des autres dans ce site-là. Donc il faut se concentrer sur son match. L'absence de la presse lors des séances d'entraînement doivent reconforter cette concentration durant les séances d'entraînement parce que vous savez, quand la presse est souvent là, les 15 premières minutes, c'est pas concentration. C'est qu'on échange un peu, on cause un peu et tout ça. Mais là, je crois qu'ils auront ces 15 minutes pour plus se concentrer. Et ces deux équipes jouent un peu gros. Vous savez, la Sierra Leone ne s'est jamais participé à un deuxième tour de Coupe d'Afrique des Nations. Depuis sa participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, elle n'a jamais participé au second tour. Là, elle a rendez-vous avec l'histoire. La Guinée l'a déjà fait, mais pas en tant que pays qualifié, comme ce fut le cas pour cette édition-là. Donc, je pense que ça joue gros. Et quand on voit les deux performances, les 4 performances de ces deux équipes pour les 4 récents matchs, on se dit que ce sera un match électrique et où forcément, pour moi, je pense que forcément, on aura un gagnant. Parce que les deux équipes viendront jouer la victoire, il y aura des espaces, il y aura la possibilité de produire du jeu et je pense que ça peut conduire à une victoire. Alors Karim, moi je m'intéresse, on s'intéresse bien sûr à cette poule E, vu que nous sommes ici à Douala, c'est une poule qu'on a assez suivie. Alors, pour le moment, c'est quoi les différents schémas possibles? Parce qu'on le disait la dernière fois, voilà, tout est presque reparti à zéro pour les équipes de la poule E, et notamment pour la Sierra Leone et la Guinée qui ont fait de belles performances. Exactement, parce que déjà, on ne s'attendait pas à parler d'un Sierra Leone Guinée équatoriale comme d'un match décisif pour une qualification. On va quand même être honnête, on n'est pas vu venir, voilà, on va aller droit au but. Concernant l'Algérie, quand même, la situation est difficile, déjà psychologiquement. Parce que là aussi, pas un but marqué, ils ont quand même une attaque avec des joueurs comme Bagdad Bouzeja, Riyad Mahrez évidemment, Belaïli et d'autres. C'est presque pas possible. Et après le match, on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à trouver, Djamel Belmadi, le sélectionneur, d'explication logique à cela. C'est-à-dire qu'il y a les occasions, etc. Il y a eu des buts refusés, logiquement refusés pour le coup, mais refusés quand même. Et à la fin, ça fait 0 but, 0 point sur le match en tout cas, contre la Guinée équatoriale. Donc les cartes sont totalement rebattues dans ce groupe. La Côte d'Ivoire, de toute façon, avec 4 points, elle a moins de pression. Parce que même si elle termine par mégarde 3e, elle sera qualifiée. Même si ça éliminerait quasiment les Comores, je pense. Ce serait un peu dommage. Mais enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais en revanche, l'Algérie, au niveau psychologique, tu veux passer de champion d'Afrique à une situation galère. Est-ce qu'il y aura le sursaut d'orgueil? On verra demain déjà les conférences de presse pour ressentir un petit peu l'ambiance dans la sélection. Peut-être qu'il y aura des discours un peu langue de bois du style oui, on va tout donner ces derniers matchs, on va se rattraper pour le peuple, etc. Mais quand même là, maintenant, l'heure n'est plus aux paroles, elle sera aux actes pour les Algériens, parce que sinon, c'est le premier avion vendredi pour partir à Alger. Et ça, ce serait une énorme surprise, et ça ouvrirait le champ des possibles pour plein d'autres sélections dans cette Coupe d'Afrique. Ouais, c'est grave. Yves Tchamadeu, une dernière réaction sur... Oui, non, je pense que l'Algérie doit pas descendre demain dans l'arène forcément dans l'espoir de se qualifier. C'est vrai, sur le plan sportif, c'est ça l'enjeu, mais il y a une question d'honneur. Quand on est champion, on sort quand même de 35 matchs d'invincibilité.
va pas quand même voir l'Algérie sortir comme ça, d'une manière, comment je vais dire, d'une manière maladroite de cette façon, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que ça serait une sortie un peu entachée et émaillée d'une petite honte. C'est-à-dire que 2 matchs, 0 but, même s'il y a un point, dans une poule où il y a la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, vous réussissez quand même à sortir au premier tour, c'est quand même assez grave. Je crois que la presse algérienne ne sera pas tendre envers cette sélection. Donc, il y a le fait d'aller chercher la qualification face à la Côte d'Ivoire, mais aussi l'honneur et l'orgueil du champion en titre. Aller chercher. Et rassurez-vous, si cette équipe algérienne passe ce premier tour, au deuxième tour, je crains ses futurs adversaires. Ah, effectivement, parce qu'on le connaît bien, le football maghrébien, qui reprend conscience assez vite. Et justement, lors des différentes rencontres, on se disait à chaque fois, voilà, s'il marque un but, juste un petit but, ça va suffire pour repartir, Karim. Oui, pour rebondir sur ce que disait Yves à l'instant, la peur de l'accident industriel, parce que si l'Algérie ne passe pas, c'est un accident industriel, disons les choses clairement. Et comme le disait mon associé Louis Decroix, que j'ai lu, avec qui je travaille pour TV5 Monde, ici, Valdez Productions, sur cette Coupe d'Afrique, il me dit que ça fait un peu penser à l'équipe de France en 2002. Championne du monde, championne d'Europe, elle part en Corée et au Japon, on se dit, elle a la meilleure équipe en plus à ce moment-là, avec que des stars, et catastrophe, premier tour, élimination directe, notamment la défaite contre le Sénégal, pas un but marqué, et ça avait été un énorme traumatisme finalement. Le parcours de l'Algérie depuis le début de cette CAN fait furieusement penser à la France en 2002. Voilà. Alors, messieurs Yves Tchamadeu, Karim Baldé, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a eu tellement de rebondissements cette journée qu'on a beaucoup de choses à dire. Juste rappeler le programme de demain à 2 rencontres à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. L'Égypte fera face au Soudan et à Garoua. Le Nigeria croisera le fer avec la Guinée-Bissau. Les 2 rencontres seront donc à 20h et on le rappelle, la première affiche des 8e de finale de la CAN 2021 est connue. Ce sera le Burkina Faso face au Gabon et ça se jouera du côté de Limbé. Merci messieurs d'avoir été avec moi sur ce plateau ce soir. C'était un plaisir et j'espère qu'avant la fin de la compétition, on se retrouvera pour un autre plateau de débrief. On ne verra pas que Karim dans les zones mixtes ou encore en salle de médias. Ou encore en salle de médias. C'est ça, exactement. Avec plaisir en tout cas. Et quand même, j'ai pas eu la politesse de demander, Karim, si le séjour se passe bien. Ah oui, pour l'instant, tout se passe bien. C'est beaucoup mieux qu'en Égypte, à la CAN précédente, où on avait l'impression de s'être oppressé. Et puis, je l'ai vécu avec moi, donc voilà. Non, tout se passe bien, même au niveau de l'organisation. Il y a toujours des petits hicks, des petits parfois moments de tension, mais globalement, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Et tant mieux d'ailleurs. Ça fait plaisir de l'entendre. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un autre numéro de Coupe sur la 2. Alors, d'ici là, on s'écane. Au revoir. OneXBet, tout le monde a une chance. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la sortie de préparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football.
j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec sauce Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First.